je pense que c'est une très bonne introduction pour la table ronde que nous allons avoir, puisque c'est comment impliquer les patients dans la recherche. Et je crois que c'est les patients qui vont nous trouver la réponse. Il y a une réponse à trouver à tout ça. Et donc, je vais appeler autour de la table Joël Guillochon, qui est donc patiente partenaire de l'association Amaliste. Je vais ensuite appeler, donc qui doit être au bout, chacun dans son ordre. Ensuite, Audrey Collin, qui est infirmière coordinatrice du centre du CMR Toxibul, coordinatrice ETP. Puis Pascal Dentz, qui est co-responsable du DU patient partenaire à l'UPEC. Marion Lanly, qui est chef de département expérience et partenariat patient de la PHP. Et puis moi-même. Il y a d'autres questions, on va se partager le micro. Est-ce que j'ai des questions déjà, ou est-ce que c'est... Il me semblait qu'il y avait des questions qui devaient apparaître sur ça, ou est-ce que quelqu'un veut commenter justement sur la place des patients, sur le fait que les patients pourraient simplifier tout ce processus administratif, parce que vous êtes les premiers concernés aussi de faire moins de paperasserie. Alors on va attaquer directement avec des premières questions. Donc, première question, pas tout à fait au hasard. J'ai une maladie rare depuis plusieurs années. À quel moment mon expérience peut vraiment aider à améliorer les soins ou la recherche? Je peux commencer à répondre. Donc, moi, je suis Audrey Collin, je suis infirmière à Henri Mondor. Je coordonne le centre Toxibul, donc des toxidermies graves, des réactions à des médicaments. On en a un petit peu déjà parlé, notamment concernant la temporalité, avec le fait que tous les patients peuvent s'impliquer, mais peut-être à des moments différents. Et puis améliorer les soins ou la recherche, c'est très vaste quand même comme question. Il y a différentes façons de s'impliquer. Il y a bien sûr le fait de participer à des études, à des recherches cliniques. Et puis aujourd'hui, on parle beaucoup d'éducation thérapeutique, où on implique de plus en plus les patients dans l'amélioration des soins par leur expérience, de différentes façons aussi, à différents niveaux. Nous, on a mis en place plusieurs programmes à Mondor dans le champ des maladies rares. Et on voit que de plus en plus de patients ont besoin, ont envie, et puis s'impliquent de façon très, j'allais dire presque professionnelle dans toutes ces thématiques-là. Oui, donc Marion Lanly à la PHP, donc chef du service expérience partenariat patient. Alors là, je vais parler de manière un peu plus générale, mais les maladies rares sont aussi concernées. Après, c'est aussi les retours d'expérience des patients qui va être intéressant de regarder parce que ça va bénéficier aux autres patients à la fois donc sur leur parcours de soins, hein, donc, et aussi pour établir, donc il y a les notions de satisfaction bien sûr, mais il y a aussi des notions d'expérience, c'est-à-dire comment ils ont vécu quelque chose. Voilà, oui, non, c'est pas juste de la satisfaction. Et ça, c'est des données qui sont assez accessibles en hospitalisation, en consultation, les enquêtes ISATIS notamment, mais pas que. Et puis, ça permet aussi de savoir, parce qu'on a des verbatims, ça permet aussi de savoir ce qui compte pour les patients. Parce que les enquêtes, ça vous dit les choses un peu à plat, mais en analysant un peu ce que les patients vont dire spontanément, on va peut-être sortir des sujets ou des angles morts, en fait, des choses qu'on ne sait pas, qui vont nous permettre derrière de mettre en place des actions d'amélioration. Donc Pascal Denès, je suis co-responsable du DU de l'UPEC, patient partenaire pour le médicament et les maladies et la démocratie en santé, et nous avons une unité d'enseignement spécifique sur les maladies rares. Et donc je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Oui, d'accord, il y a des enquêtes pour savoir quelles sont leur expérience et comment ils ont vécu ce qui se passe à l'hôpital. Mais ce qui commencerait à se faire, c'est de co-construire toutes ces enquêtes de satisfaction, de co-construire, on appelle ça, nous, les PROMS et les PROMS,
avec les patients. Parce que souvent, je vois une tête qui fait ça, souvent ces questions, elles ne sont pas pertinentes tout le temps et elles peuvent être évoluées. Donc là, franchement, de plus en plus, parce que ça commence à se faire, c'est vraiment cette co-construction entre patients, patients partenaires et professionnels de santé. Comment bosser dès le départ avec... En fait, c'est vraiment dès le départ avec avec les patients pour toutes ces enquêtes-là, toutes ces questions-là, parce que des fois, elles ne sont pas du tout relevantes, pertinentes. Donc voilà. Alors, je me permets aussi de rappeler qu'en ligne, les personnes qui souhaiteraient éventuellement poser des questions n'hésitent pas à nous envoyer des messages qu'on relaiera éventuellement. Et j'aurais une remarque ou plutôt une question par rapport à ça. Est-ce que ces PROM, il faut les utiliser dans le soin, dans la recherche, les deux? Et parfois, j'ai certaines associations de patients partenaires avec lesquels on travaille très bien qui me disent mais on en a trop des questionnaires dans vos protocoles, Monsieur Bory, retirez-en. Je dis c'est pas moi qui les ai mis, hein, vous me connaissez. Hein. Mais je veux bien avoir votre questionnement ou votre réponse par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut... Il me dit à la fin on répond même plus aux questions, au hasard. Vraiment. Ah non, oui, c'est ça. T'es d'accord? Mais c'est vrai, il y en a beaucoup, c'est parce qu'il y en a trop, mais c'est vrai que après, il faut les analyser. Qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, c'est un réel problème. Il n'y a pas encore l'IA, elle ne va pas tout refaire pour que ça marche fonctionnement. Effectivement, il y en a, les patients, parfois, ils en ont marre parce qu'on leur pose des questions 3 fois. Sur la recherche, moi j'ai pu participer à un CPP, un comité de protection des personnes. Dans le collège 2, c'est obligatoire d'avoir un usager dans ce collège 2. C'est vraiment en amont de la lettre d'information. C'est pendant la recherche clinique, quand le patient arrive pour commencer à faire cet essai clinique, avoir un patient ou un patient partenaire pour lui expliquer, relire correctement, vous allez en parler, relire correctement ce qu'il veut signer. Mais c'est vrai qu'il faut que... Oui, il y a beaucoup de... Les patients, des fois, on en a assez. Ouais, Et Madame Guillochot, c'est de la recherche, c'est du soin, c'est les deux comme tout à l'heure? Oui, alors c'est les deux. Et puis il y a une question de temporalité quand même du patient partenaire, puisqu'il y a la question de la phase critique, il y a aussi l'après, comment est-ce qu'on vit tout cela, et la légitimité de la parole que l'on peut avoir, et à partir de quand on se considère légitime pour participer à un dialogue, à un échange sur notre vécu, qui reste un vécu très intime, très personnel. Et en plus, là, on parle des maladies rares, donc c'est très vaste. On a beaucoup parlé de génétique. Nous, à Maliste, c'est le syndrome de l'aïeul, SJS, donc on est dans encore autre chose, même si c'est une maladie rare. Et il y a vraiment toutes ces questions qui se posent, en tout cas, sur le patient partenaire. Et donc, une fois qu'on a ça... Alors, sur le soin, c'est certain. Et je crois que plus que des questionnaires, c'est l'écoute, en fait. C'est l'écoute et c'est les différentes phases, étapes de quoi est-ce que l'on a besoin, de quoi est-ce qu'on aurait eu besoin. On a souvent, nous, eu des échanges sur qu'est-ce qu'on aurait aimé que l'on nous dise, par exemple, et on n'a pas du tout tous le même avis, en fait, sur ce qu'on aimerait nous dire. Et pour vous, c'est difficile aussi. Mais ça, c'est un sujet, en tout cas. Vraiment, la temporalité, en tout cas, pour nous, est importante. Et quel type de collaboration, de co-construction, en fonction, effectivement, de cette temporalité. Je vais vous partager une question en ligne. Que pensez-vous des e-cohortes SCSI-Compare qui permettent aux patients de participer non seulement dans le vécu du traitement, mais même aussi dans la recherche? Donc c'est une question assez spécifique sur les e-cohortes SCSI-Compare. Je ne sais pas si vous avez quelques éléments de réponse par rapport à ça ou si c'est trop spécifique. Alors moi, j'ai peut-être pas une réponse, mais voilà, ce qu'il en ressort, et ça répond aussi, c'est une réponse parmi tant d'autres, mais les e-cohortes et les questionnaires donc en ligne pour les patients maladies chroniques, ce que moi j'ai localement au niveau des patients concernant les retours, c'est justement qu'ils n'ont pas de retour. Et peut-être le fait de leur proposer un retour sur tous ces questionnaires qu'ils remplissent aide aussi au fait qu'ils s'investissent plus et remplissent plus ces questionnaires. Si je reprends la question... Et ce retour, il est valable pour tout. Moi,
j'ai une position aussi à la NSM. Quand on parle avec des patients sur toutes les instances qu'il y a, ils n'ont pas de retour sur ce qui a été fait, les décisions qui ont été prises. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important de dire, ok, vous nous posez la question, mais au moins donnez-nous ensuite le retour. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent particulièrement. Et effectivement, après, les patients, ils n'en ont rien à faire parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé après. Donc, Bonjour, Jean-Philippe Lançon, l'Alliance Maladies Rares. J'ai une question autour du patient partenaire et autour du statut du patient partenaire. Alors, sans vouloir du tout être polémique, c'est cette idée qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, on voit émerger un nouveau statut, la démocratie sanitaire. On est tous, à commencer par les patients, évidemment, puisque nous sommes à l'origine aussi de ce concept qui s'est politisé et aujourd'hui qui s'est démocratisé, tant mieux. Mais on voit aujourd'hui émerger cette nouvelle famille de patients qui sont des patients partenaires qui, alors là, évidemment, j'ai une posture très associative, hein, qui, lorsqu'ils ne sont pas rattachés finalement à une structure d'origine, c'est ce que vous évoquiez, finalement, on peut, en tout cas à titre personnel, moi je m'interroge sur la représentativité qu'on va accorder à ces partenaires. Est-ce que notre histoire individuelle a une valeur universelle ? Est-ce que le fait que nous soyons, nous, je suis moi-même atteint d'une maladie rare, est-ce que le fait que nous ayons, nous, un vécu autour d'une maladie rare en fait la légitimité ? Moi, je fais une remarque et puis j'espère que vous allez faire rebondir sur ma remarque. Moi, la première chose qui m'a surpris, c'est de dire est-ce que je suis légitime ? Évidemment, vous êtes légitime. Ce que vous dites aussi, si vous avez quelque chose à dire, vous êtes légitime. Et après ça, éventuellement, on en discutera, on interprétera ces données en fonction. Et c'est tout à l'heure, je ne sais plus qui disait, c'est l'individu, comment est-ce qu'on interprète tout ça. C'est comment est-ce qu'on va faire la synthèse des informations qu'on va avoir. Mais par définition, la parole, elle est légitime. Oui, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut prendre pour ce que c'est, en fait. C'est-à-dire, c'est pas pour mettre sur le marché un médicament, en fait, hein, qu'on fait appel à des patients partenaires. Non, mais c'est pour apporter un autre angle de vue. C'est pour apporter, voilà, une ouverture sur d'autres possibilités, des témoignages. Donc, et ça, c'est tout à fait bon à prendre. Après, ça ne veut pas dire que ce sont des vérités absolues, mais ce sont des indications. Il vaut mieux ça que rien du tout, en fait. Enfin, c'est-à-dire que juste des professionnels décident entre eux sur ce qui est bon pour le patient. En fait. Donc après, quand la façon dont, en tout cas, nous, à la PHP, on définit le patient partenaire, ou en tout cas l'origine du patient partenaire, ça peut être effectivement un patient qui n'est pas spécialement membre d'une association, mais ça peut être aussi des associations, des bénévoles d'associations qui collaborent dans le cadre, par exemple, je ne sais pas moi, de l'élaboration d'un document, voilà, où là, l'intelligence collective qu'il y a dans une association est intéressante, et c'est pas juste un patient qui va faire le guide, typiquement. Donc c'est un peu comme, et ça peut être aussi, pardon, pour terminer, aussi des représentants des usagers qui s'inscrivent dans une action, dans un projet, etc., parce qu'ils ont un savoir expérientiel particulier qui va contribuer au projet. Donc je pense qu'il faut le voir comme des contributions, pas comme des valeurs, voilà, des valeurs absolues, des vérités absolues qui peuvent apporter, quoi. Et peut-être si je peux faire une autre remarque qui me vient aussi d'Olivier Milleron, pour ceux qui le connaissent, qui travaille beaucoup sur le Marfan et qui a notamment travaillé sur la cohorte Compare aussi. Il m'a fait la remarque en disant, ce qui est parfois pour tout le monde difficile, c'est quelle est sa place. Est-ce que je parle aux patients ? Est-ce que je parle aux patients partenaires ? Est-ce que je parle à l'association de patients ? Est-ce que je parle avec mes propres émotions aussi en tant que soignant ? Et donc parfois de changer de positionnement en fonction de la discussion qu'il va y avoir dans la construction d'un essai clinique, par exemple. On va avoir une association de patients avec des accords et des désaccords comme on peut l'avoir habituellement. C'était juste pour rappeler que effectivement nous, pourquoi on a monté ce DU, c'est pour qu'il y ait une certaine, on parle d'empathie, pas de compassion ni de sympathie. Vous voyez, c'est vraiment une grosse différence. C'est pour apprendre. Il y a des méthodes d'écoute, il y a des méthodes de communication, il y a une certaine culture générale sur les institutions, sur le médicament, tout ça, qui permet de pouvoir faire le lien entre le professionnel et le patient. Donc c'est se dire d'abord je suis humble, c'est pas parce que moi je pense ça que toi ça va. Et ça c'est vraiment une position du patient partenaire. Et ça c'est quelque chose aussi qu'on apprend
Vous voyez, c'est pas... D'où l'importance, quand on parle d'éducation thérapeutique, d'où l'importance, parce que c'est quand même des méthodes presque professionnelles qu'on apprend aux patients, de dire c'est pour pas... le patient et pour le professionnel finalement. Voilà, exactement. C'est les deux qui doivent apprendre. Voilà, donc c'est les deux qui doivent apprendre. Ça, c'est vraiment important. Et juste pour vous, pour votre gouverne, il y a Christian Saoud qui vient de sortir un super article la semaine dernière sur le patient partenaire. Je ne sais pas si vous l'avez lu, et qui commence à avoir avec des articles bien particuliers sur justement le statut de patient partenaire. T'es qui, toi? Et voilà, ça commence à bien fonctionner. Alors, il y a des questions après dans la salle. Ouais. Vas-y. Je pense que c'est complémentaire. En tout cas, nous, en tant que médecins, on aime cette complémentarité parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas les mêmes retours et les mêmes personnes qui appartiennent aux associations de patients et les patients partenaires qui parfois sont assez proches de nos centres de référence et qui connaissent bien l'équipe et qui sont très proches des professionnels et de tous les paramédicaux et qui s'enrichissent de ça en plus de leur diplôme de patient partenaire. Donc, je pense que la multiplicité, c'est un bien. Et le seul écueil que je vois, moi, c'est le dogmatisme. Dès qu'on a une association de patients ou un patient partenaire qui est dogmatique, mais c'est un peu comme dans le TP, on arrive à cibler et à identifier une personne qui peut être dogmatique et influer vers un sens plutôt qu'un autre. Mais sinon, c'est tout bénéfice, en tout cas. Peut-être pour compléter, quand je parlais de légitimité aussi, la question du dogmatisme et la question aussi de son propre rapport à cette maladie rare. Et souvent, on le sait, dans le milieu associatif, alors quel qu'il soit, beaucoup quand même sont là pour régler beaucoup de choses et oublient la distance nécessaire. Et ça veut dire avoir accepté aussi un certain nombre de choses par rapport à sa pathologie pour avoir la posture adéquate. Il y avait des questions. En salle, il y a plein de questions, donc c'est bien. Le micro, je dois en profiter. Dogmatisme, ça arrive aussi chez les médecins. Hein, je rappelle juste le machin. Je pense qu'il faut pas mettre faut pas opposer les statuts. Moi, je fais de la formation pour les représentants d'usagers et je fais de la formation notamment sur le terme de l'engagement. Je pense qu'il faut partir de l'engagement et que tout le monde a sa place et tout le monde peut apporter une pierre à l'édifice. Quel que soit le statut du patient, ce qu'il amène, c'est le vécu ailleurs que dans l'hôpital, ailleurs que dans les soins. C'est-à-dire que face à un parcours de soins, il peut amener les notions de fatigue qui sont oubliées, les notions de stress, de peur face à un traitement, face à un manque de traitement, face à un examen, etc. C'est toutes ces petites choses-là que, quel que soit le statut du patient, on peut amener quand on collabore, quand on parle avec des patients. C'est le quotidien, c'est son quotidien dans la vie, tous ces empêchements et cette volonté de finalement d'être le plus proche d'une vie normale, entre guillemets, telle qu'il peut l'imaginer, c'est-à-dire souvent la vie d'avant, ou alors évidemment c'est encore plus compliqué quand il s'agit d'enfants, etc. Donc c'est ce qu'on souhaite par rapport à... Voilà, mais il ne faut surtout pas s'opposer et mettre en opposition les gens. Il faut travailler ensemble et s'écouter, ça a été dit. Écoute. On est tous d'accord. Peut-être qu'on va mettre de l'IA, c'est ça la question ou pas du tout? En tout cas, moi je voulais vous poser une question sur le rôle des réseaux sociaux dans votre pratique. Parce que moi, je travaille à Imagine et à Necker avec des associations de patients sur lesquelles, en fait, il y a une grande activité sur les réseaux sociaux. C'est des maladies ultra rares, généralement, où la communauté se connaît bien, échange beaucoup, soit sur des groupes WhatsApp, sur d'autres supports. Mais et vous, qu'est-ce que vous en pensez et quel rôle voyez-vous à ces communautés, finalement? Alors, je vais répondre sur toujours le côté Amaliste ou petit journal du Laïeul. On est très très actif dès qu'il y a une problématique, évidemment en pharmaco ou autre, tout le monde est vent debout et ça permet d'avancer aussi pas mal sur le plaidoyer ou même sur de la prise en charge d'outillage et autres. Donc en ça, c'est quand même plutôt intéressant. Mais c'est vrai qu'on est vraiment tout petit, donc on se connaît hyper bien et on connaît à peu près tous les acteurs. Et ça permet quand même un gain de temps assez formidable. Après, les écueils, c'est toujours les mêmes que ceux qu'on évoque. C'est-à-dire que parfois, ça peut être aussi des exutoires où chacun va raconter ses difficultés et autres. Mais ça, c'est normal. Mais après, c'est au modérateur, je dirais, de faire en sorte que ça avance. Mais pour nous, on y voit quand même on y voit plus d'effets positifs que négatifs, incontestablement. Et alors, si je peux
commenter là-dessus. On avait vu l'association de patients de maladies de Sjögren qui avait fait écho de l'apport des réseaux sociaux et de leur capacité à recruter des patients dans les essais cliniques grâce aux réseaux sociaux de patients, en disant que personne n'y arrivait, que non seulement ils avaient créé le protocole ensemble avec les PROM notamment, et qu'ensuite, quand ils avaient décidé d'inclure les patients, comme ils étaient à l'initiative, ils avaient pu faire les essais cliniques, qui d'ailleurs est positif. Donc c'était vraiment un essai gagnant. Alors j'ai une question plutôt pour les associations, mais pour les soignants de manière générale, justement. Ça fait suite à ça, finalement, il y a certaines industries pharmaceutiques qui prennent contact directement avec des associations de patients pour faire relire les protocoles avant de les soumettre. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de cette approche qui, finalement, contourne un peu à la fois les soignants et les médecins. Et comment est-ce qu'il y a une conduite à tenir, ou comment est-ce que vous ressentez ça ? Alors je vais répondre pas du tout en fait, parce que pour nous, donc je travaille avec Amaliste régulièrement, et cette pathologie rare, c'est une réaction à un médicament. Donc on est un peu dans la difficulté de pouvoir travailler de façon sereine avec les laboratoires pharmaceutiques. Donc là, nous, on ne va pas pouvoir répondre à votre question en tout cas. De manière générale, moi, je suis directeur d'une association de patients, on travaille avec des labos. Oui. Je veux dire. Non, mais bien sûr. Mais c'est pas si vous pouvez relire à l'INSERM, à la Ligue contre le cancer, par exemple, vous avez, je ne sais plus comment ça s'appelle, des patients qui relisent, ou qui travaillent en amont tout le consentement, l'information, etc., avant que ça soit soumis à un comité de protection de personnes. On gagne peut-être du temps sur la lisibilité, notamment quand ça a été traduit par l'IA. Ça vient des trucs des États-Unis, etc., où ça a été traduit en X langues. Ça arrive en France. Il y a des notions ou des mots qu'on ne veut pas voir, racisé, machin, truc, voilà. Donc, nous, on peut relire ces essais-là, mais après, ils sont soumis, vous allez les passer. Donc, c'est une collaboration pour voir si effectivement il y a des choses qui sont incompréhensibles, pour savoir s'il n'y a pas des choses effectivement dans le design de l'étude aussi qui vont être trop lourds pour le patient, etc. Ce sont des avis. N'empêche que derrière, ça simplifie peut-être la lecture par les CPP, par la NSM, mais ça rentre dans le circuit. C'est une collaboration. Et quand on travaille le plus en amont possible avec les labos, ça va permettre quoi ? Effectivement, d'aider au recrutement aussi. Nous, notre association, on a vu que sur un essai clinique, effectivement, il y avait 3 mois après, mais où est-ce que vous en êtes ? C'est un recrutement, d'ailleurs, qui est ici, pour justement donner le caca, pour faire des analyses sur... Et donc, personne. On a lancé un appel sur nos réseaux. Immédiatement, il y a eu 200 personnes. L'essai a pu commencer, etc. Donc, il ne faut pas se priver de ces collaborations entre les associations de patients et les labos. Après, c'est gagnant-gagnant. Il faut voir ça. Ce n'est pas de l'instrumentalisation. Ce n'est pas en dehors d'eux. On rature pas, on fait pas à la place d'eux. Ça permet d'aller plus loin, plus vite, quelquefois. Des fois, c'est pas parce qu'une association a travaillé ou des patients ont travaillé sur un consentement, sur une lettre d'information, que ça va pas être modifié après. Ça va apporter un gros gain par ailleurs. Mais voilà, il y a des choses qu'on peut éviter, genre le tombé enceinte traditionnel, des petites choses comme ça qui sont des irritants. Voilà. Mais n'y voyez pas de concurrence, c'est pour gagner du temps. C'est gagner du temps. Une autre remarque. Et juste, si je voulais, les réseaux, ça permet de ne plus être seul tant que j'ai dans le micro. Parce qu'avec une maladie chronique ou rare... Et juste pour les laboratoires, ils travaillent avec les associations et ils ne peuvent pas travailler avec un patient partenaire seul. Ils n'ont pas le droit. Donc voilà, ça c'est exactement ça. C'est avec une association. Et par contre, la contrepartie, effectivement, moi je vois à la NSM, parce que je suis patient partenaire également à la NSM, c'est qu'ils ont du mal à travailler avec les associations de patients, parce que ces associations de patients bossent avec des laboratoires. Donc, ah bah ouais.
Non, mais je vous dis la vérité. Non, on va pas Voilà, polémiquer. donc, On va Moi, avancer. Il y avait une question ici. je voudrais avoir une position différente. Je suis présidente d'une association. Je suis inondée par des demandes de laboratoire. Je ne réponds systématiquement pas parce que je pense que nous sommes rattachés à un centre de référence. Nous avons une filière. Ce n'est pas réellement notre problème de nous occuper de médicaments. Quand le centre de référence ou Imagine décidera qu'on peut s'en occuper, on le fera. Mais on n'a pas à outrepasser. On est quand même assez content d'avoir un centre de référence, d'avoir une filière. On n'a pas à outrepasser ça. Alors, si je puis me permettre une remarque, peut-être que c'est une question de dialogue entre les centres de référence, les associations partenaires et tout le monde, de dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, et de dire est-ce que nous on a envie d'y aller, nous on n'a pas envie d'y aller, et de pouvoir communiquer. Je voudrais faire une remarque par rapport à une réflexion qui a été faite tout à l'heure. Vous aviez parlé de temporalité, et je voudrais faire aussi une autre remarque tout à l'heure par rapport aux difficultés de parcours de soins tout à l'heure qui avaient été soulevées, notamment de l'adolescence, pour donner un exemple. Et comment est-ce que vous intervenez là-dedans, dans la recherche, dans le soin, par rapport à cette temporalité justement? Qui veut prendre la parole sur ça? Alors, je vais prendre un exemple. Alors, moi, j'ai juste un petit commentaire, mais c'est pas tellement sur l'adolescence, le monde adulte ou quoi, mais enfin, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la temporalité même pour un adulte, ou j'imagine pour un adolescent, pareil, il y a une temporalité. Au moment où vous annonce quelque chose, vous n'allez pas être capable de comprendre et d'absorber de l'information, en tout cas, et cette temporalité-là, elle se joue à l'intérieur d'une même catégorie, quoi. Voilà. Donc, le sujet est encore démultiplié dès lors qu'on passe dans un changement de catégorie de l'adolescence à l'adulte. Voilà. C'est simplement ça que je voulais dire. C'est exactement ça. C'est le fait que quand on vous annonce un diagnostic, vous en prenez plein la figure et vous pouvez plus comprendre. Donc le patient partenaire ou le patient, il va distiller la bonne information au bon moment, et ça c'est hyper important. Pour le patient, c'est vraiment cet accompagnement. Il distille cette information au bon moment quand tu demandes. Et c'est le patient qui demande, qui fait de l'écoute active et qui demande pour qu'on peut distiller. Et l'adolescent, effectivement, c'est pas si évident que ça. Tu grandis, tu n'es pas bien dans ta peau, hein, on te balance quelque chose. C'est vraiment cette temporalité. Le temps du patient, c'est pas le même temps du médecin. Et puis il faut de la pédagogie, parce qu'on croit, vous l'avez dit une fois, mais vous croyez que ça va rentrer dans notre tête, c'est pas possible. Donc c'est vraiment important de répéter différemment ou de pas le dire à ce moment-là parce que c'est pas le bon moment. Donc je pense que c'est important. Peut-être pour compléter, en fonction, nous, comme souvent le pronostic vital est engagé, en fait, il n'y a même pas d'annonce, c'est plutôt les proches, en fait. Et c'est comment, effectivement, les patients partenaires peuvent accompagner, en tout cas, nos proches qui doivent assurer, en tout cas, et tenir. Et après, il y a la question de l'accompagnement, enfin, au niveau d'Amaliste, effectivement, de parents qui vivent des situations qui sont donc similaires. Et on va plutôt avoir ça, en fait. Mais la question des proches est importante et des âges. Ouais. La question des proches et des parents en particulier, parce qu'on parle beaucoup de maladies rares qui ont beaucoup été développées chez l'enfant. Comment les parents vont rentrer, sortir, re-rentrer, parce qu'on parlait de l'adolescence, un processus continu, enfin plutôt discontinu pour reprendre la figure de tout à l'heure. Mais je ne sais pas si vous voulez faire des remarques par rapport à la place. Et éventuellement sur la recherche, comment est-ce qu'on peut impliquer, on a parlé du soin, mais est-ce qu'on peut avoir la même réflexion sur la recherche? C'est exactement la même, c'est différent, ça se présente différemment? La question me paraît difficile, en tout cas à mon échelle, sur la recherche. Je pense que là encore, enfin, après une forme de maturité, mais c'est sans doute très personnel comme réponse, en tout cas sur ce qu'on vit, c'est voir effectivement dans quelle mesure on peut participer à des protocoles et autres. Enfin, c'est plus ça, et à quel moment on a le temps pour ça, parce que encore une fois, si on est parent d'enfants qui sont dans une maladie rare, quel temps on peut dédier aussi à la recherche par rapport à ça? Enfin, je pense qu'il y a encore ces questions, pas que de temporalité, mais aussi de positionnement et d'antériorité sur la maladie. Donc on va avoir quand même des patients qui vont avoir des approches différentes, qui à un moment voudront participer à la recherche, peut-être pas. Il faut
Et encore une fois, c'est dans le dialogue entre les différents partenaires, en fonction du temps, qu'éventuellement les choses pourront avancer pour tout le monde pas toujours au même rythme. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Oui. Avant que vous preniez la parole pour conclure. Je ferai vite. Non, c'était pour rebondir sur ce que vous évoquez là, c'est de dire qu'une association comme l'Alliance Maladies Rares, par exemple, c'est une association qui accompagne ces associations à grandir, c'est-à-dire à être en capacité d'agir par elle-même dans cet écosystème qui est complexe et qui se complexifie. La recherche, c'est un bon exemple. On ne peut pas à la fois vouloir être inclus le plus tôt possible, sans comprendre comment ça marche, si on veut être contributif, et ça pose la question de la relation, alors si on veut avec un labo ou non, mais enfin, si un labo s'intéresse à un essai clinique et qui veut inclure dans son design quelque chose de pertinent qui correspond à la qualité de vie ou à que sais-je, ce qui est représentatif pour la communauté de patients concernés, il faut bien être en capacité de pouvoir contribuer, et pour contribuer, il faut comprendre. Et ça s'acquiert en apprenant, comme l'éducation thérapeutique à titre individuel. On en revient pareil. Il faut apprendre, il faut apprendre. Et moi, j'ai vraiment un bon exemple au niveau de la recherche. C'est ce que vous avez fait, l'Alliance des maladies rares avec la Fondation des maladies rares. Le guide sur la recherche pour les patients, il est extraordinaire. Donc, d'abord, je voulais dire bravo. Et c'est vraiment, voilà, ça, c'est l'exemple type de co-construction. Alors, c'est quoi la recherche? Donc, ils ont bossé, l'Alliance des maladies rares a bossé avec la Fondation pour dire on va créer un guide pour expliquer ce que c'est la recherche, pour expliquer justement le patient comment il peut travailler avec nous en recherche et avec toutes ces étapes de recherche, l'essai clinique, nanana, avant, après. Et ça c'est de la co-construction. Et franchement, c'est comme ça que... Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, tout le monde ne fera pas de la recherche. Tout le monde, voilà, c'est que les patients, ils ont besoin de temps. Ils ont besoin qu'il y ait de l'humain. Et le patient partenaire, parfois, il remet un peu de l'humain dans tout ce parcours de soins un peu compliqué. Donc, c'est ça qui est important aussi. C'est pas mal comme conclusion, non?